Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous avez tous entendu parler, évidemment, de ce dossier, les 5 ex-joueurs de hockey d'équipe Canada accusés donc d'agression sexuelle. On parle beaucoup de cette cause-là, mais mon collègue Hugo Veilleux est tombé sur une lettre ouverte écrite par quelqu'un qui a déjà passé à travers le système judiciaire, quelqu'un qui aussi accusait un membre d'une congrégation religieuse d'agression sexuelle, et cette personne sur ses médias sociaux a décidé d'adresser une lettre ouverte à la présumée victime des ex-joueurs de hockey pour lui donner des conseils sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire dans un cas où elle est contre-interrogée justement dans une cause d'agression sexuelle. Alors cette personne qui est déjà passée à travers le système judiciaire, c'est Sébastien Richard. Il est porte-parole des victimes des religieux de la congrégation de Sainte-Croix. Ça fait plusieurs fois qu'on lui parle. Un homme courageux avec la parole franche. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Mme Durocher. On s'était parlé la dernière fois à l'occasion de la nomination du décès du pape, en fait. C'est ça? Oui, exact. Voilà. Alors, vous avez décidé sur vos médias sociaux, sur Facebook, d'écrire une lettre à la présumée victime des ex-joueurs de hockey. Pourquoi c'est venu vous chercher cette histoire-là, cette cause judiciaire? En ce qui a trait à cette personne-là spécifiquement, moi, évidemment, je suis passé par là, comme vous le disiez, mais ça peut me paraître curieux ce que je m'apprête à dire, mais je n'avais qu'un agresseur présumé. Elle en a 5. Donc, les 5 ont chacun leur avocat, ont chacun leur défense, et dans tous les cas de figure, ce que le droit criminel établit, c'est que tout ce qu'ils ont à faire, c'est semer un doute raisonnable dans la tête du jury. Alors, vous comprenez que le travail que cette femme-là a à faire pour être capable d'avoir un témoignage absolument cohérent à la moindre respiration près pour être certain de ne semer aucun doute dans la tête de personne, c'est un travail qui est clairement héroïque. Et je vous dirais qu'il y a beaucoup de victimes qui renoncent à porter plainte à la police et qui renoncent à aller devant les tribunaux justement pour ne pas avoir à passer au travers de ce genre de situation. Mais la définitive, c'est que si on fait pas ça, c'est que les agresseurs ont une passe facile pour être capables de continuer à commettre des agressions. Et dans le contexte, cette fois-ci, où on a affaire à des joueurs de hockey, donc des gens qui font partie, qui sont un peu les légionnaires de l'époque de l'antique romaine, là, des gens à qui on permet tout, puis on les félicite de tout parce que ce sont les dieux du stade. Ben, moi, personnellement, la justice déterminera si ces gens-là sont coupables ou pas, mais moi, je doute absolument pas de ce qui est arrivé. Et dans ce contexte-là, je pense que cette personne-là, cette femme-là, EM, telle qu'on la désigne dans les médias, doit se sentir appuyée et pas seulement qu'isolée dans ce combat-là. Absolument, et c'est pour ça que vous avez écrit cette lettre. Donc, je l'ai devant moi, cette lettre ouverte. La première chose que vous dites, ces 5 hommes vous en veulent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est le fait qu'il y ait une perte de statut de leur part. Qu'est-ce qui vous fait commencer votre lettre en disant ces hommes-là vous en veulent? Ce qui est certain, c'est que des agresseurs sexuels, lorsqu'ils commettent un acte de cette nature-là, celle d'une agression sexuelle, c'est pas du tout un acte d'amour comme les relations sexuelles devraient normalement l'être. C'est un trip de pouvoir. Ils veulent dominer leur victime. Ils veulent vraiment la rabaisser. Et dans ce contexte, et d'ailleurs, je fais le parallèle avec ce qui nous arrive. Comme je vous le disais la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai certaines sources chez les Sainte-Croix, et pour eux, les victimes que nous sommes des ingrats qui n'en voulons qu'à leur argent après tout ce qu'ils ont fait pour nous. OK, c'est vraiment ça qu'ils pensent. Donc, imaginez ces 5 jeunes hommes-là qui avaient devant eux des vies de millionnaires, des vies absolument confortables où ils auraient pu s'offrir absolument tout ce qu'ils veulent. Du jour au lendemain, cette femme-là décide de porter plainte et vient
probablement, on verra la suite des choses, vient probablement de complètement mettre fin à ça. Pourquoi pensez-vous que ces gens-là ont plaidé non coupables? C'est parce qu'ils veulent continuer à jouer au hockey puis ils veulent devenir millionnaires. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi, permettez-moi, Monsieur Richard, parce que on a tendance, évidemment, parce que dans la majorité, c'est ça qui se passe, on a tendance à associer victime d'agression sexuelle à une femme et je trouvais ça important que vous, comme homme et comme porte-parole d'autres hommes aussi qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'avoir votre perspective parce que dans le fond, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, quand on est victime, on a ça en commun. On comprend, on peut s'exprimer sur ce qui se passe entre les deux oreilles de l'agresseur parce qu'on est passé par là, parce qu'on l'a vécu. Vous continuez votre lettre qui est fort bien écrite, Monsieur Richard, en disant à cette présumée victime, donc prenez votre courage à deux mains car leurs avocats vont tout faire pour détruire votre crédibilité. Cette lettre-là, vous l'avez écrite il y a quelques jours. Ce qu'on voit depuis quelques jours, justement, se dérouler au Palais de justice en Ontario, c'est exactement ça. Ce sont des avocats qui guettent le moindre de ces mots pour dire « Ah, vous avez dit ça, puis en fait, vous vouliez dire ça. » Ils sont en train de faire son procès à elle. Je comprends parfaitement le fait que des gens ont le droit à une défense pleine et entière devant les tribunaux. Mais il y a un élément qu'on oublie de plus en plus, la vérité. Et en ce qui me concerne, il est très clair, puis ça, je vise personne en particulier parce que je me ferai poursuivre jusqu'à la fin de mes jours, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a beaucoup d'avocats pour qui cette pratique-là est fort lucrative parce que ces agresseurs-là, présumés ou non, sont des gens généralement extrêmement puissants et riches. Donc, il y a là une manne pour ce type d'avocat-là. Et il n'y a aucun doute dans mon esprit que je suis certain que ces gens-là, enfin, j'ose espérer que ces gens-là leur disent pas de mentir, mais s'ils savent que ces gens-là disent des mensonges, si cet élément-là peut semer le doute raisonnable et permettre à ces agresseurs-là d'échapper à un verdict de culpabilité, ils vont le faire. Alors donc, il faut appeler un chat un chat. Lorsqu'on prête serment devant un tribunal de dire toute la vérité, rien que la vérité, c'est une valeur qui est cardinale dans notre société et clairement, il y a des gens qui décident de jouer avec ça et ça ne peut qu'être dénoncé. Et je pense qu'un de ces jours, il va falloir vraiment que le barreau se pose des questions réelles là-dessus parce qu'il y a vraiment une dérape à certains égards. Vous continuez dans votre lettre, vous dites, en vous adressant toujours à la présumée victime, assurez-vous que vous vous souvenez en détail de cet enfer que vous avez vécu. C'est quelque chose qui revient souvent de la part des victimes où elles disent, dans le fond, on nous demande d'être une victime parfaite, on nous demande de nous souvenir de tout, la couleur des rideaux, la couleur des chaussettes, etc. Alors que c'est prouvé que quand on a été victime d'une agression, que ce soit une agression sexuelle ou autre, on peut avoir une amnésie sélective, c'est-à-dire qu'on est tellement traumatisé, le choc est tellement grand qu'il y a des éléments qu'on oublie. En même temps, Monsieur Richard, on peut pas non plus demander aux avocats de ne pas aller là parce que il y a certains éléments qui nous permettent aussi de déterminer la crédibilité du témoignage de la victime. Alors pourquoi vous dites ça? Elle doit s'en souvenir en détail, mais est-ce qu'on peut vraiment demander à quelqu'un de se souvenir de tout? C'est parce que le droit criminel établit l'obligation d'établir une preuve hors de tout doute raisonnable. Et dans ce contexte-là, je suis d'accord avec votre assertion quant au fait que c'est un peu inévitable d'aller là parce qu'il faut établir la crédibilité de la personne. Il est certain qu'une personne qui serait faussement accusée et faussement reconnue coupable d'agression sexuelle, cette personne-là verrait sa vie complètement compromise. Là. Donc, il faut, la nuance que vous apportez est extrêmement importante, puis j'y souscris tout à fait. Mais une fois qu'on a dit ça, la seule façon qu'ont ces avocats-là de pouvoir établir une possibilité de doute, c'est justement d'entrer dans le micro-détail de ce qui s'est passé et pour être certain que la personne s'en souvient comme il faut. Je vais même vous dire que dans le cas du procès qui fait en sorte qu'on se parle aujourd'hui, il y a ça fait quand même pas si longtemps que ça que les faits allégués ont eu lieu. Cependant, dans le cas de beaucoup d'autres victimes, oui. La science nous dit que c'est de 25 à 35 ans que les victimes attendent, justement pour les raisons qu'on a évoquées ensemble. C'est qu'on n'a pas envie de revivre, là, de retourner là-dedans, de se remémorer ces événements-là. Et ça fait en sorte que
effectivement, le fait de devoir avoir une preuve hors de tout doute raisonnable et un témoignage sans faille lorsqu'on laisse passer le temps avant de s'exprimer là-dessus, ben c'est sûr que ça met un danger d'amnésie sélective ou d'amnésie tout court qui fait en sorte que ça peut être très utile à l'agresseur. Donc, c'est clair que c'est un enjeu qui est problématique. Vous dites que, évidemment, pour cette jeune femme, le fait d'avoir le procès, c'est évidemment douloureux parce que ça lui fait revivre ce qu'elle a vécu. Vous-même, aujourd'hui, qui venez nous parler, Monsieur Richard, je vous pose la question en toute transparence. Est-ce que c'est douloureux pour vous? Est-ce que le fait de parler comme ça d'agression sexuelle et de parler de ce que vous avez vécu, c'est douloureux aussi et ça vous fait revivre ce que vous avez vécu aux mains de ce membre de la congrégation de Sainte-Croix? Si je dois rentrer vraiment dans les détails des agressions que j'ai subies, oui, il va y avoir des conséquences à ça, c'est certain. Donc, je vais chercher l'aide dont j'ai besoin régulièrement. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi l'importance de reconnaître que si on ne le fait pas, ça reste en nous. Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est vraiment de faire une espèce d'exorcisme intérieur et d'aller chercher le soutien professionnel nécessaire pour être capable de se dire deux choses. D'abord, je suis absolument pas responsable de ce qui est arrivé et je ne mérite pas de rester sous le joug de mon agresseur. À partir du moment où on reconnaît ces deux éléments-là, ça vaut la peine de passer au travers du processus. Et moi, je vous dirais bien simplement que pas une seule seconde, j'ai regretté d'avoir dénoncé mon agresseur, le frère Claude Urtubise, parce que de toute façon, même si j'ai perdu en cours criminelle, les événements qui ont suivi, puis les 10 années que j'ai passées comme porte-parole des victimes, ont fait en sorte que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit, Monsieur Richard, à cause de vous, j'ai choisi de rester en vie. Alors, donc, ça donne beaucoup de sens à l'engagement que j'ai devant vous. Puis, je vous le dis, Madame Durocher, à chaque fois qu'on a des entrevues de cette nature-là, il y a des gens pour qui ça va vraiment, littéralement les sauver. Donc, je refuse jamais d'entrevue. C'est pour ça que je vous remercie et je vous remercie pour votre franchise et c'est très important. Votre témoignage aujourd'hui et votre soutien à la plaignante est très important aussi. Merci beaucoup Sébastien Richard. C'est toujours éclairant quand on vous parle. Merci. Avec plaisir. Merci, au revoir.